Elix de Vidéotron, ça comprend que quand vous déménagez, ça ne vous tente pas d'avoir des problèmes d'Internet. C'est pour ça qu'Elix, ça comprend le meilleur Wi-Fi au Québec. L'Internet sans illimité à seulement 65 $ par mois. Ultra rapide et performant. Elix, ça déménage. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. On est de retour et un des réguliers qui sera dans notre émission tout l'été, c'est, vous le connaissez, c'est un régulier à Cube Radio, était avec d'un Richard Martineau et aussi animateur du balado Les idées mènent le monde à Cube Radio, mais que vous connaissez aussi comme chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Mathieu Bock-Côté qui sera avec nous tout l'été. Salut Mathieu. Bonjour. Très content de t'avoir de l'équipe cet été. Je pense que ça va être vraiment le fun. J'en suis très heureux. Et moi, j'arrive de vacances, Mathieu, donc j'ai eu un peu la cassure entre les normes en milieu de travail, de la COVID et tout ça. Moi, on a été là-dedans, puis on a couvert ça pendant des mois. Et je me suis rendu compte en vacances qu'on devait un peu se déprogrammer là, pour apprendre à relaxer. On a des nouvelles mesures qui deviennent de plus en plus permissives. C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Essayer d'éliminer les moments anxiogènes reliés à la COVID. Oui, exactement. Parce que on a vu le gouvernement a commencé le déconfinement, il le mène bien, il ne mène pas à l'américaine, mais c'est quand même, on gagne des plages de liberté significatives à chaque semaine. On sent que dans la population, il y a quand même une espèce de basculement qui a eu lieu. On le voit dans les célébrations qu'entourent le Canadien, on le voit dans cette idée que, la vaccination progresse, on enregistre les chiffres de vaccination, on se dit que globalement, ça va dans la bonne direction. On comprend qu'on n'est pas arrivé à la fin, mais je pense que le basculement dans la population a eu lieu. Il y a un certain discours médiatique qui demeure, me semble-t-il, et gouvernemental, qui demeure un discours anxiogène. C'est-à-dire, comme si on ne parvenait pas à croire que nous allions vraiment sortir de la crise. Comme si nous guettions toujours la catastrophe à venir. Comme si les fameux requins d'il y a quelques mois rôdaient encore dans l'océan de la COVID. Alors, personne ne dit que le fameux variant indien, renommé variant Delta, n'est pas inquiétant, mais tout ce qu'on en comprend pour l'instant, c'est que la vaccination résiste aussi à ça. On comprend probablement que dans les années à venir, on va s'habituer au monde post-covidien avec une vaccination régulière, du moins pendant un temps. Mais je pense que nos autorités doivent mentalement un jour accepter, et je voudrais aussi les autorités médiatiques, accepter qu'on n'est plus dans un environnement fondamentalement anxiogène où chaque nouvelle un peu inquiétante est traitée comme une catastrophe possible et à venir. Je pense que les libertés retrouvées doivent renouer avec une psychologie de liberté. C'est peut-être ce qui nous manque ces temps-ci. Oui, parce qu'il faut quand même, et je lisais un expert américain dans les dernières heures qui parlait du forever virus, là, le virus sans fin, disant qu'on allait, que c'est un virus où on allait combattre, mais qui allait revenir. Mais ça, souvent, on dit, parfait, on va perdre le combat, ça va revenir, mais les modèles, disons, des scientifiques sur la maladie qui demeure en circulation, c'est quand même une vie à peu près normale. Il y a déjà des virus en circulation qui étaient là avant la COVID. Donc, ça, faut se le rappeler quand même que oui, on va rajouter ça dans la liste des trucs à surveiller. On aura peut-être des vaccins, des rappels de temps en temps, mais c'est une vie à peu près normale. Exactement. C'est pour ça moi, dans mon esprit, pour le dire dans un langage militaire, on peut mater le virus, on peut refouler le virus, on peut casser le virus, mais on ne pourra pas éradiquer le virus une fois pour toutes. Il va revenir de manière ou de l'autre, il va muter, on l'a compris, à tout le moins pour une période historique significative. On sait que c'est à l'horizon. On sait aussi que, et ça je pense que c'est la grande victoire de l'année dernière, moi je demeure encore aujourd'hui impressionné de la rapidité avec laquelle on a trouvé un vaccin, et plus d'un en fait. Je suis fasciné de voir à quel point, de ce point de vue, nos sociétés ont mobilisé des capacités technologiques, scientifiques exceptionnelles pour mater le virus, pour être capable de retrouver la vie. Bon. Mais on a tellement été surpris par ce retour du tragique, ce retour vraiment de l'archaïque, l'épidémie. L'épidémie dans nos têtes, ça, c'est des rats au Moyen-Âge, c'est la peste, à tout le moins, c'est plus dans le monde développé, industrialisé. Le retour de l'épidémie avait quelque chose d'inimaginable. Mais on était tellement bouleversés par ça, et par ailleurs, je pense que ça s'est emparé du récit médiatique, qu'on n'est plus capable de penser autrement qu'à travers l'idée que la catastrophe va être soft,
moyenne ou très hard, mais que ça demeure néanmoins sous le signe de la catastrophe. Or, manifestement, il faut savoir reconnaître qu'on est en train de gagner la guerre. Gagner la guerre ne veut pas dire vivre dans la paix perpétuelle, ne veut pas dire vivre dans une espèce d'insouciance absolue, comme s'il y avait plus de soucis, comme si le virus ne menaçait plus d'aucune manière. Mais manifestement, l'être humain est fait pour vivre libre. L'être humain est fait pour retrouver cette espèce ce bonheur infini appelons ça de la belle insouciance, des embrassades. Récemment, je vois des gens se redonner la main. C'est pas un détail, c'est important. C'est-à-dire, pendant 1 an et quelques, on savait pas quoi faire quand on voyait quelqu'un. Est-ce qu'on, on savait, oui. On touche pas. Et là, je vois ça un peu on sait plus, là. Moi. Ben là, mais on le voit, c'est fascinant dans chaque rencontre. Là, on se demande est-ce qu'on se serre la main, oui ou non, peut-être pas, mais on sent que la tentation est là. On sent qu'il y a quelque chose qui se joue. Bon, ça, moi, je vois là-dedans non pas une forme de légèreté imbécile. Je vois cette idée que les gens veulent retrouver leur liberté. Et de ce point de vue, il y a un moment où, collectivement, on va devoir s'envoyer un signal de confiance. Est-ce que c'est tout de suite, dans 2 mois, dans 6 mois, j'en sais rien, mais il va falloir y arriver. Et va quand même, parce qu'il y aura 2 types ou même plusieurs types de personnes, parce qu'il y en a qui déjà sont prêts à faire des accolades de groupes vaccinés, pas vaccinés. Moi, je peux te dire, rendu à ma 2e dose, là, j'ai des gens vaccinés complètement, là, moi, je me gênerai plus, là. Je veux dire, parfait, on est protégé suffisamment. Mais il y a des gens que je vais croiser, puis j'ai des gens dans ma famille qui, ça va leur prendre un peu plus de temps, là, pour devenir à l'aise, parce qu'ils ont vraiment ce travail-là à faire. Est-ce que toi, tu vas avoir tendance à être très patient ou dire, ben non, mais là, essayer de les rationaliser et de les rassurer? Ben moi, j'embête personne. Les gens font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Mais ce qui est certain, c'est quand je vois un pauvre R dans sa voiture avec son masque, lorsqu'il est seul, je me dis, ouais, ça, mon vieux, il faut que tu fasses un effort sur toi maintenant. C'est-à-dire le masque dans les commerces, oui. Le masque, dans tous les endroits où il le faut, oui. Quand on est tout seul dans sa voiture, me semble que non. Et moi, je pense que là-dessus, les 2 doses, pour moi, c'est le symbole absolu. C'est-à-dire, une fois qu'on a les 2 doses, là, on a quand même une conscience minimale, on a une autonomie minimale, on a un sens des responsabilités minimales, et me semble-t-il que il va falloir dédramatiser la possibilité du contact physique. Encore une fois, je le redis, c'est dans un modèle où les gens acceptent de se faire vacciner, mais ils l'acceptent. C'est dans un modèle où on est vaccinés les uns les autres, mais on l'accepte. C'est dans un modèle où, par ailleurs, il n'y a pas une espèce de flambée de cas qui serait terrifiant. Puis là, effectivement, on agira en conséquence. Mais à un moment donné, il va falloir oser se le dire. Il est normal de faire la collade, il est normal de se faire la bise, il est normal de se serrer la main, il est normal de ne pas être en vigilance permanente. Et ça, je pense que c'est une question... Enfin, je pense que dans une partie de la population, c'est déjà fait. Il va y avoir un noyau résiduel d'anxieux absolu qu'on peut comprendre. C'est traumatisant ce qu'on a vécu depuis 1 an et quelques. Mais c'est là que les autorités ont un message à envoyer en disant on en est sorti. Est-ce qu'on en est sorti pour de bon maintenant? Non. Est-ce qu'il faut conserver un sens de comme je dis, la saine vigilance, oui, mais vigilance d'aujourd'hui n'est plus vigilance d'hier. Nous ne sommes plus autant de la mentalité anxiogène et paranoïaque. Je pense qu'il faut l'accepter, puis ce message doit être envoyé dans la population. Et sur les commerces, là, on voit les épiceries, puis on avait un très bon point de vue, c'est dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, j'ai oublié qui l'avait écrit, mais sur un peu la mise en scène anti-Covid là, dans les magasins où on a les endroits pour se laver les mains, des fois des systèmes assez complexes qui sont plus vraiment d'actualité, sachant que c'est pas avec le toucher qu'on attrape la COVID, ou du moins c'est extrêmement rare. Et ça, je comprends que les commerces voulaient vraiment démontrer patte blanche, c'était la bonne chose à faire, mais que là, va falloir enlever ça rapidement, parce que ça fait partie un peu de notre psychose collective là, de voir ça à l'entrée. Tu as raison à 100%. Pour moi, ça fait partie des rituels covidiens. Le rituel covidien qui consistait presque, c'était l'eau bénite des temps covidiens. Ça protégeait contre les démons. Bon. À un moment donné, là, on constate, parce que moi, ça me frappe, il y a une dimension religieuse dans tout ça quand même. C'est la peur, c'est l'ennemi qui est partout. Les structures religieuses de l'humanité peuvent servir à interpréter des choses aussi étranges qu'une épidémie. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que là, on a ce petit rituel. Je note aussi, ça se confesse ici et là, que les gens ont l'art désormais de contourner un peu plus. Est-ce qu'ils vont s'y rendre dans 3 commerces de suite? Est-ce qu'ils vont chaque fois décider de s'user les mains? On voit ces choses-là. J'encourage rien. Moi, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vois autour de moi le fait que c'est pas un relâchement. On n'est plus au temps du relâchement. Le relâchement, c'était pendant le temps des fêtes. Là, on n'est plus dans le temps des relâchements. On est le temps où la société, où le commun des mortels pousse dans le dos du gouvernement en disant on est des grandes personnes, on a compris le message, on en est rendu là. Et je note, soit dit en passant, que est-ce que c'est demain, si je ne me trompe pas, le 5 juillet, ça va être la fin de la quarantaine pour les voyageurs pleinement vaccinés.
formidable. Ça, je pense que le voyage, il y avait 2 étapes de déconfinement symbolique pour moi. Il y avait les restaurants, le droit finalement aux amitiés, le droit de revoir ses proches, le droit d'exister autrement qu'enterré dans sa cabane, le droit à autre chose que des agapes clandestines chez soi. Et maintenant, le droit simplement de voyager, le droit, il y a des tests encore, bien sûr, mais le droit simplement regagner, de sortir de ses frontières, de ne pas vivre entouré d'un mur de Berlin imaginaire. Ça aussi, c'est une étape symbolique importante dans la déprogrammation. Oui, et en terminant, un des exemples peut-être de ce travail-là qu'on doit faire, c'est l'accueil, parce que dans les assouplissements qui ont été dévoilés aujourd'hui, là, ça inclut pas les voyages non essentiels d'étrangers qui voudraient venir visiter Montréal, visiter le Québec ou le Canada. Ça, c'est pas encore accepté, là, les voyageurs non essentiels, mais des voyageurs non essentiels, des touristes doublement vaccinés. Pourquoi on se priverait de ça aujourd'hui alors que notre industrie touristique en a cruellement besoin? Et moi, je suis le premier à être très, très prudent sur la COVID, là. Mais des doublement vaccinés, amenez-en des avions bien pleins dans ma tête, là, ça devrait déjà être annoncé. Ah ben oui, moi je suis d'accord. Moi, sur cette question-là, ça m'apparaît assez clair. Il y a tout le débat autour du passeport vaccinal. Alors, autant que je m'inquiète de l'idée d'un passeport vaccinal à l'intérieur, dans nos frontières, parce que j'ai pas envie qu'on trie dans les commerces, dans les événements, t'as-tu ton passeport vaccinal, tu l'as-tu pas, bon. Autant qu'entre les États, il me semble inévitable. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on sache pas, ça va arriver. Ça me semble inévitable désormais. Pour rentrer dans certains pays, il faut avoir certains vaccins. Eh bien, manifestement, dans l'époque post-covidienne, ça va être nécessaire. Mais une fois là qu'on a balisé ça, une fois qu'on l'a accepté, je pense que là, on comprend c'est quoi la prochaine étape. C'est permettre à nouveau le retour de l'industrie touristique. J'ai l'impression que 2021 va être une année de transition là-dessus. J'ai aussi l'impression que 2022 va être les années folles, pour le dire de belle manière. C'est-à-dire là, il y a une forme d'euphorie à Montréal en ce moment. Je sais pas si tu la vois, moi ça me frappe. Les gens sont tellement heureux de retrouver la vie. Eh bien là, il va y avoir une euphorie ensuite du voyage, me semble-t-il, en 2022. Ça va être l'ultime symbole qu'on est sorti de cette période atroce, anxiogène, terrifiante pour d'excellentes raisons. Mais on en est sorti et je pense que de ce point de vue, un certain optimisme nous est permis. Et certains se sont endettés pendant la pandémie, mais d'autres ont pilé là, alors qu'il y avait peu d'activités et qui seront prêts à payer le prix qu'il faut pour partir en voyage clairement dans les prochains mois, là, dès que ce sera possible. Je le crois, effectivement. Le temps des libertés est retrouvé. Oui, et ça fait grand bien avec l'été qui arrive. Mathieu Bock, côté, merci infiniment. On se reparle demain. Ça comprend que quand vous déménagez, ça ne vous tente pas d'avoir des problèmes d'Internet. C'est pour ça qu'Helix, ça comprend le meilleur Wi-Fi au Québec. L'Internet sans illimité à seulement 65 $ par mois. Ultra rapide et performant. Helix, ça déménage. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. Vincent Dessereau. Pour le meilleur de l'information. Cube Radio. C'est l'heure de rejoindre Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. On revient sur ton texte d'aujourd'hui qui parle de la récente chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul, qui, lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle a été élue, je me souviens à quel point elle a été vue comme une espèce de vent de fraîcheur en politique canadienne. Évidemment, première chef, une femme noire au niveau fédéral, mais également une certaine jeunesse. On comprend qu'elle a 48 ans, mais pour des politiciens, pour des chefs de parti, c'est quand même assez jeune, souriante, s'exprimait bien. Donc, je pense qu'elle avait fait une entrée assez remarquée positivement, mais les choses à l'intérieur de son parti se sont dégradées à un point qu'on n'a pas vu, là, je pense, dans l'histoire récente, en fait, aussi rapidement là, pour un parti fédéral, au point où certains ont souhaité carrément son départ, l'accusant d'être carrément hostile, de manquer de respect, d'avoir une attitude de supériorité, de rejet, pas capable de travailler avec collaboration. Bref, une série d'accusations de certains de ses membres, et elle l'a pas bien pris, là.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, elle a été critiquée, c'est autour de la question israélo-palestinienne, mais pas seulement, ça touche plus largement son leadership. Et sa réponse, sa défense, sa manière de riposter, c'est d'accuser ses détracteurs de racisme et de sexisme. Est-ce qu'elle a senti le besoin d'amener quelques preuves, quelques faits, est-ce qu'elle a senti le besoin de documenter ses affirmations et ses accusations? Non. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'apparemment qu'il suffit, on pouvait sentir au-delà des mots, on pouvait sentir au-delà des arguments, apparemment une forme des préjugés contre elle en tant que femme noire. Donc là, globalement, ce que madame nous dit, c'est que son premier système de défense devant des critiques fondées ou non, la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si les critiques étaient fondées. C'est de prendre la pose victimaire en disant, en tant que femme, en tant que noire, en tant que femme noire, je suis polydiscriminée, multidiscriminée, intersectionnellement discriminée, et je repère dans les critiques que l'on me fait racisme et sexisme. Autrement dit, c'est la posture habituelle du discours victimaire qu'elle a mobilisé dans son parti. Mais elle a poussé ça une coche plus loin, ça c'est assez fascinant. Alors, Mme Freeland du Parti libéral, elle a accusé Mme Freeland, parce qu'on sait qu'il y a eu la transition d'une députée des Verts vers le Parti libéral, oui. Eh bien, elle a accusé le Parti libéral, Justin Trudeau et Mme Freeland, d'être des antiféministes et d'avoir cherché à fragiliser son leadership en tant que femme en organisant la défection d'un député de son parti vers le Parti libéral. Alors que j'en sache, il se peut que je me trompe, mais en politique, il est normal de se combattre, de chercher à fragiliser son adversaire, de chercher à lui ravir des députés, de chercher à avoir le dessus sur lui. Et quand on est capable d'avoir une prise comme ça, c'est une victoire. Or, elle nous dit, en tant que femme, vous cherchez à me fragiliser, donc vous êtes antiféministe. Donc, madame n'accepte même pas la possibilité du débat politique, n'accepte même pas les règles élémentaires de la politique, elle se victimise encore une fois, victimisation bis, cette fois, parce qu'apparemment que comme femme, elle ne devrait pas on ne devrait pas la critiquer politiquement, on ne devrait pas chercher à la fragiliser. Alors, autrement dit, ce qu'elle nous dit de manière un peu étonnante, c'est qu'elle demande un traitement différencié. Les femmes en politique ne devraient pas être critiquées, on ne devrait pas chercher à affaiblir leur parti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, en politique, homme ou femme, me semble-t-il, en démocratie, il est normal de se critiquer. Donc, Chrystia Freeland, une des femmes quand même qui a eu les plus grands postes de pouvoir pour une femme en politique au Canada, étant incapable d'accepter qu'une femme gère un parti fédéral, cherche à la faire tomber, alors que c'était une femme qui était auparavant au Parti vert aussi. Là. Donc, cette frustration-là de Chrystia Freeland l'aurait amené à lutter contre et à accepter une prise qu'elle aurait refusée en temps normal. C'était quoi, un homme-chef? Allez, on voit vraiment là-dedans à quel point on est dans ce que j'appelle, je suis pas le seul à dire ça, mais la psychologie woke, la névrose woke. C'est-à-dire, on est dans une espèce de psychologie victimaire exacerbée qui fait que désormais, on ne voit plus des individus, on ne voit plus des chefs de parti, on ne voit plus des députés, on ne voit plus des leaders, on voit simplement des représentants de catégories statistiques dominantes ou discriminées, à tout le moins c'est ce qu'on nous dit. On voit des quotas, on voit des individus qui sont censés représenter leur sexe, censés représenter leur groupe racial. Et en dernière instance, donc là, alors que la politique est quand même, à ce que j'en sais, à tout le moins depuis un certain temps, quelques milliers d'années, un conflit pour la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, ce qui implique que les différents partis en présence de chacun cherchent à avoir une position avantageuse, ce qui implique de quelquefois de mettre en échec ses adversaires. À tout le moins, c'était comme ça depuis un certain nombre de milliers d'années. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit Mme Paul prendre la pause, donc méga woke, maxi woke, pour nous dire « Oh, sniff, 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 on m'a fragilisé, donc une femme qui critique mon leadership en tant que femme, c'est donc de l'antiféminisme. » Bon, mais ça, c'est une psychologie de persécution. C'est un imaginaire de persécuter. C'est quelqu'un qui voit le monde à la manière d'un ensemble de discrimination. J'ajoute que Mme Paul, dans un autre contexte sur Twitter, a fait un tweet récemment en disant de nos sociétés que les discriminations et les oppressions sont potentiellement infinies. Donc, c'est une espèce de vision du monde qui se révèle à travers ça. Donc, voyant cela, j'ai envie de dire que Mme Paul, premièrement, elle devrait se dire qu'en politique, il est normal d'être critiqué. J'ajouterais que si jamais, ça, je vais le dire dans ma chronique aujourd'hui, elle a été très sévère envers le Québec. Elle refuse le droit que le Québec de modifier sa constitution comme nation, sévère envers la loi 21. Elle avait fait un clin d'œil à Amir Attaran avant de dire qu'elle lui en avait pas fait. Elle plaide pour l'imposition de la théorie du racisme systémique au Québec. Alors moi, j'ai dit un peu à la blague dans ma chronique, je dis, si la chef verte ne réussit pas à percer aux prochaines élections au Québec,
ce n'est pas parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle n'est pas assez bleue. Bon, eh bien, autrement dit, les idées, c'est plus important que la couleur de peau. Mais je ne suis pas certain qu'avec le système mental qui est le sien, elle puisse comprendre qu'on la critique autrement que par racisme ou sexisme. Dans son esprit, on dirait que c'est indépassable. Mais est-ce que quand même, à lire un peu, je faisais référence à lorsqu'elle a été élue dans son parti comme chef, ça a été très bien accueilli. Là. Donc, au moment où on connaît pas nécessairement son style, mais on voit, dire, ma foi, c'est une jeune femme inspirante qui a l'air, qui s'exprime bien. Je me souviens, elle a fait sa première entrevue, j'étais là avec Mario Dumont et ça s'était très bien passé. J'avais pas senti de tension par rapport à sa couleur de peau ou son sexe à ce moment-là. Donc, dans la mesure où tu es élu, elle a été élue. Au Québec, on a une chef de parti noire également. Donc, nous, dans nos deux paliers gouvernementaux, on a une femme noire comme chef d'un parti. Elle a été élue dans son parti. Elle a été, je pense, très bien accueillie dans les médias un peu partout à la grandeur du pays. Donc là, rendu là, la façon dont elle traite ses membres, si ça lui revient un peu dans le visage, ça regarde pas ça nécessairement. Ben absolument. Puis moi, ça m'étonne parce que moi, quand je vois, par exemple, l'exemple que tu donnes est très bon, Dominique Anglade. Moi, Dominique Anglade, je suis au courant, j'ai mes yeux, là, je sais qu'elle est noire, là, je suis pas fou, je sais qu'elle est d'origine haïtienne. Mais Dominique Anglade, pour moi, c'est une Québécoise. D'abord et avant tout, c'est pas d'abord une noire, par ailleurs une Québécoise. C'est une Québécoise d'abord et avant tout. Il se trouve que la couleur de sa peau soit noire, la mienne est blanche, mais on s'en contrefiche. Je veux dire, il y a peu de chances que je vote pour Mme Anglade aux prochaines élections, mais pas à cause de la couleur de sa peau. C'est parce que je suis indépendantiste et qu'elle est fédéraliste. Mais le fait est d'ailleurs qu'il y a peu de chances aussi que je vote à Ottawa pour tel ou tel homme blanc, mais parce que je suis pas d'accord avec eux. Et puis je me rappelle, le premier vote que j'ai fait dans ma vie, c'était pour une femme dans mon comté à Blainville quand j'étais tout jeune, Céline Signori, dans le comté de Blainville. Pourquoi? Parce qu'elle était indépendantiste. Me semble-t-il que la psychologie politique québécoise nous amène à voir chez Mme Anglade, d'abord et avant tout une Québécoise, mais on sait aussi qu'elle est noire, autrement dit, on se pense comme Québécois. Madame Paul, mon premier réflexe en tant que, si j'étais Canadien, eh bien, ce que je ne suis pas, tout le monde psychologiquement, je me dirais, ben, c'est d'abord une Canadienne. C'est pas d'abord une Noire, ensuite une Canadienne. C'est d'abord une Canadienne. Elle est d'abord citoyenne canadienne et on ne la traitera pas comme une représentante de groupe ethnique. On suppose d'ailleurs que tous les Noirs n'ont pas les mêmes idées, comme tous les Blancs n'ont pas les mêmes idées, comme tous les Asiatiques n'ont pas les mêmes idées. Eh bien non, le système dans lequel on évolue en ce moment, c'est qu'on transforme les gens en représentants de quotas. On les transforme en représentants de catégories ethniques ou de catégories sexuelles ou de catégories identitaires. Mais ça fonctionne plus le débat dans ce cas-là, parce que dès lors, vous développez une hyper-susceptibilité. Vous tolérez pas qu'on vous critique, parce que chaque fois qu'on vous critique, vous sentez qu'en fait, on vous attaque personnellement, tel que vous vous évidencez à travers vos catégories identitaires. Mais Mathieu, en terminant, si aux prochaines élections, Annemie Paul, moins de votes au Québec, par exemple, que dans le reste du Canada, penses-tu que c'est ce qu'on va pointer du doigt les Québécois, comme quoi ils ont pas été, ça a été la raison du manque de vote pour Annemie Paul là-bas, alors que ça peut être plein d'autres raisons, entre autres son hostilité au nationalisme québécois? Je suis certain que dans les réseaux du Parti vert, on va chercher à expliquer ça comme ça. On va dire, les Québécois n'ont pas voulu voter pour une femme noire, ils n'étaient pas prêts à voter pour une femme noire, Et là, il va falloir simplement rappeler, non, c'est pas ça. C'est simplement qu'on vote pas à la rigueur pour quelqu'un qui nous méprise. On vote pas pour quelqu'un qui serait davantage à sa place au collectif antiraciste et décolonial de QS qu'à la tête du Parti vert. On vote pas pour quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, mais c'est pas une question de couleur de peau. Évidemment pas, mais d'aucune manière. Mais on va nous dire ça, parce qu'en dernière instance, en ces matières, on trouve toujours le moyen d'accuser le Québec de racisme, quelles que soient les circonstances. N'oublions pas qu'il y a eu l'attentat à London il y a quelques semaines, et ils ont trouvé le moyen au Canada anglais de dire que c'était la loi 21 coupable, c'était le nationalisme québécois le bouc émissaire. C'est quand même très puissant comme capacité d'interprétation. Alors on va nous faire le coup, il faudra devant cela développer et cultiver une saine indifférence. Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain. Au grand plaisir, bye bye. Salut Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Les idées quand vous déménagez, ça ne vous tente pas d'avoir des problèmes d'Internet. C'est pour ça qu'Elix, ça comprend le meilleur Wi-Fi au Québec. L'Internet sans illimité à seulement 65 $ par mois. Ultra rapide et performant. Elix, ça déménage. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. Soucieux de bien comprendre tous les enjeux
il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessureau. Évidemment, demain, c'est congé pour une bonne raison. C'est notre fête nationale, c'est la Saint-Jean. Et on va parler avec Mathieu Bock-Côté de ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'on fête exactement à la fête nationale? Bonjour Mathieu. Bonjour. Je commence avec un mot quand même sur le Canadien. Est-ce que tu trouves ça excitant ou déprimant de dire la fête nationale, finalement, pour beaucoup de Québécois, ça va être un match de hockey? Bon, ça se fusionne de quelque sorte. Le Canadien de Montréal, le mot Canadien dans Canadien de Montréal, ça fait pas référence aux fiers Canadiens d'aujourd'hui, de 1982. Ça fait référence à l'ancien nom du peuple québécois. C'est-à-dire, avant d'être des Québécois, on était des Canadiens français, mais avant d'être des Canadiens français, on était des Canadiens. Puis les Anglais, c'était les autres. Donc, Canadien, c'est comme le noyau, ça réfère au vieux noyau identitaire du peuple québécois. Donc, c'est ainsi que je me réconcilie avec le match de hockey qui croise la fête nationale. Donc, tu t'inclus en tant que les Québécois sont Canadiens, là, même si t'es souverainiste. De manière un peu exceptionnelle, là, disons ça comme ça, là, pour le match. Et puis, mais cela dit, Georges-Étienne Cartier, si je ne me trompe pas, a déjà chanté en d'autres temps, avant tout, je suis Canadien. Mais quand on disait, encore une fois, quand on disait Canadien à l'époque, ça voulait dire Québécois. Donc, c'est une ancienne manière de dire notre nom. D'ailleurs, dans l'histoire du monde occidental, tu noteras qu'il y a très peu de peuples, en fait, j'en connais pas d'autres, qui ont changé de nom aussi souvent que les Québécois. Une fois que c'est dit, j'espère que le Canadien va l'emporter pour la Saint-Jean. Et puis, par ailleurs, ça m'empêchera pas de me dire que la journée, l'élément le plus important de la journée, c'est quand même la fête nationale. Bon, et selon toi, est-ce que les Québécois sont conscients un peu du fond de cette fête-là, ou en général, on l'a vu, moi, qui vient de Québec, ça a longtemps été une grosse brosse sur les plaines, là. Mais qu'est-ce qu'on fête à la Saint-Jean? Alors, moi, j'aurais souhaité que la Saint-Jean soit aussi la fête de l'indépendance, mais ça, on n'y est pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est au cœur des célébrations de la Saint-Jean? Sur le fond des choses, pour moi, c'est le fait qu'après 400 ans en Amérique et 250 ans après la conquête, qui aurait normalement dû nous faire disparaître, le peuple québécois est une improbabilité historique en Amérique. Le peuple québécois aurait dû disparaître. Je veux dire, de Wolfe à Trudeau, en passant par Durham et McDonald, en passant par dans l'histoire de ce pays, globalement, notre disparition était programmée. Eh bien, aujourd'hui, on est peut-être pas encore indépendant, mais on est encore là comme peuple. On a encore nos propres institutions, on a encore notre langue, notre culture, on a encore notre identité. On tient tête, on survit, on vit, on rayonne à notre manière. Et je pense que cette espèce d'histoire de 4 siècles, improbable, avec de grandes victoires, de grandes défaites, de vraies victoires, à travers tout cela, la vraie victoire québécoise, c'est qu'on est encore là comme peuple. Et ça mérite d'être célébré en français, évidemment. Est-ce que, parce que je voyais même un tweet que je trouvais intéressant, là, quelqu'un qui écrivait et dit, là, on va se faire la fête nationale, à un moment donné, c'était trop souverainiste, là, c'est rendu trop blanc, selon certaines critiques. Est-ce qu'on est finalement toujours un peu trop quelque chose ou c'est jamais bon? C'est Claire Lévy. Exactement. C'est un tweet de Claire Lévy, une fille vraiment brillante. Je sais pas c'est qui, sinon je lis ses tweets et je la trouve très brillante. Et oui, mais en fait, c'est que les Québécois sont toujours de trop chez eux. Hein. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est qu'on considère toujours qu'ils sont. Donc, on va leur dire qu'ils sont trop ci, trop ça. Maintenant, c'est rendu trop blanc. Comme hier, on était trop souverainiste. Ce vocabulaire-là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Québécois, au fond d'eux-mêmes, on préférerait que les Québécois ne soient plus là. Ou alors qu'on soit une minorité, une fois pour toutes domestiquée, une fois pour toutes vaincue. Une minorité qui prend son trou. Une minorité parmi d'autres dans le Canada de Trudeau. Une minorité qui serait fière d'être canadienne d'abord. Or, les Québécois, malgré leur défaite, malgré le côté inachevé de leur combat pour l'indépendance politique, malgré tout, les Québécois, encore aujourd'hui, quand on leur demande qui êtes-vous, ils sont Québécois d'abord. Le drapeau pour lequel ils ont une tendresse, c'est le drapeau québécois. Quand ils sont à l'étranger, ils sont d'abord Québécois. Alors, d'ailleurs, il y a une belle chanson de Linda Lemay, qui est le maudit français, si je me trompe pas. Elle raconte une belle scène, comment des Français qui viennent ici après un séjour comprennent une chose, c'est qu'on doit nous appeler des Québécois et pas des Canadiens, parce qu'ils comprennent qu'on n'est pas des Canadiens comme les autres, on est un peuple à part entière. Donc, je crois, quant à moi, ça m'apparaît, on a néanmoins le sentiment de notre différence, on a le sentiment de notre aventure historique. Le drame, je pense, c'est que les défaites, on pourrait dire, la défaite d'il y a 25 ans, mais les défaites des 50 dernières années. Le peuple québécois là, a investi beaucoup d'énergie dans la conquête de son indépendance politique. Puis ça a échoué. Puis quoi qu'on en dise, il y a un coût à l'échec en politique. On nous a toujours parlé du coût de l'indépendance. On avait sous-estimé le coût de l'échec de l'indépendance.
Eh bien, aujourd'hui, on en est là. Donc, on nous explique effectivement qu'on est trop ci, trop ça. On crache sur l'histoire de la Nouvelle-France. On crache sur les patriotes. On crache sur la Révolution tranquille, même. Certains nous disent que désormais, c'est comme si on était des occupants illégitimes de notre propre territoire national. Eh bien, devant tout cela, me semble-t-il que les Québécois doivent traverser la tempête de crachats et se dire fièrement qu'on soit souverainiste ou fédéraliste ou autonomiste, l'aventure historique qui est la nôtre doit se poursuivre et, à mon avis, par ailleurs, elle ne se parachèvera que lorsqu'on dira véritablement maître chez nous en le croisant avec Vive le Québec libre. Ça va être une belle journée, ça. Mais tu soulèves quand même un bon point sur quelque chose parce que je parlais avec deux de mes meilleurs amis sont des Allemands. Là, et j'essayais de leur parler hier sur parce qu'eux surveillent l'euro, l'Allemagne évidemment qui avance tranquillement dans l'euro. Et moi, j'essayais d'expliquer ce qu'on vivait à Montréal avec le Canadien. Puis là, je leur disais le match, ça se peut le match où on sera en finale soit la journée de notre fête nationale. Puis là, ils me disaient non, mais la fête nationale du Canada, c'est pas là. Mais je disais non, mais c'est la fête nationale du Québec. Mais pour eux, qui ont un système un peu quand même similaire en Allemagne avec des régions aussi bien définies, mais eux sont loin d'avoir ça. Donc, je me suis trouvé moi-même à dire, OK, ben c'est vrai, on est dans une situation qui est différente d'ailleurs. Ben oui. Ben là, en fait, le seul point de comparaison potentiel avec l'Allemagne serait peut-être la Bavière. Et encore là, c'est pas le cas. Mais la Bavière, c'est une conscience régionale très forte qui aurait peut-être pu devenir nationale si l'histoire en avait voulu autrement. Dans le cas du Québec, cela dit, c'est que le fédéralisme, pour eux, c'est un système politique. Pour les Allemands, c'est un système politique qui permet de conjuguer la tradition des principautés allemandes, ça permet de conjuguer les identités régionales, la conscience nationale allemande, puis à travers tout ça, ça permet aux Allemands aussi de tenir tête à leurs propres démons qui ont traversé leur histoire, pour le dire d'un euphémisme. Pour les Québécois, le fédéralisme, c'est une entente politique au mieux que l'on présente comme rentable. L'argument de Robert Bourassa pour le fédéralisme canadien, c'était pas c'est notre vrai pays, c'était c'est rentable pour nous. Alors moi, je pense que ce ne l'est pas, mais quoi qu'il en soit, donc on a toujours présenté aux Québécois le Canada non pas comme le pays de leur cœur, mais comme un avantage économique ou financier qui vaut la peine de préserver. Mais le pays du cœur au Québec, le pays pour lequel on vibre, le pays, quand on dit nous, les Québécois, on pense pas spontanément à ce qui se passe en Colombie-Britannique. Quand on dit nous, les Québécois, on le dit en français puis on dit pas oui. Quand on dit nous aux Québécois, quand on pense à nos personnages historiques, là, notre père fondateur, si on en veut un à tout prix, c'est Samuel de Champlain, c'est pas Johnny MacDonald. Le grand homme politique du dernier siècle pour nous, c'est pas Lester B. Pearson ou Pierre Elliott Trudeau. C'est René Lévesque, puis ensuite Jacques Parizeau, puis Lucien Bouchard. Donc, nous avons... Tu sais, qu'est-ce que c'est un peuple? C'est d'abord une histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est pour ça que je reviens toujours à l'histoire, pas par une forme de coquetterie du passé, par je ne sais quelle coquetterie nostalgique. C'est que l'histoire, c'est le sentiment d'une trajectoire qui peut et doit se poursuivre. Et je pense qu'aujourd'hui, la question que les Québécois devraient se poser pour leur fête nationale, donc aujourd'hui et demain, c'est quelle est la prochaine étape pour nous, Québécois? Puis c'est là-dessus que j'ai une part d'optimisme. Parce que moi, je suis assez pessimiste. Il m'arrive d'être pessimiste quand je pense au Québec. Je me dis, après toutes nos défaites, ça fait quand même mal autant de défaites. Mais je me dis, là, il y a quelque chose qui s'est passé depuis quelques années. À travers la loi sur la laïcité, à travers la redécouverte de la question linguistique, à travers notre refus obstiné et admirable de capituler devant le multiculturalisme canadien, à travers notre rappel que le Québec est une nation. Est-ce qu'on est en ce moment, c'est une question, mais en même temps c'est une espérance, est-ce qu'on est en train de se refaire une santé nationale? Est-ce qu'on est en train de se redire, mais finalement on pourrait aller plus loin que la simple gestion tranquille du quotidien? Est-ce qu'on pourrait retrouver quelque chose comme un idéal qui nous tire vers le haut et nous pousse vers l'avant? Cet idéal-là, quoi qu'on en dise, ne peut être que l'indépendance du Québec. Et moi, ce que je vois, ça m'émeut. Je vois une jeune génération qui n'a pas été élevée dans la question nationale. C'est le moins qu'on peut dire. Moi, quand j'avais 15 ans, la question qu'on se posait quand on rentrait dans l'espace public, c'est est-ce que je suis oui ou non? Souverainiste ou fédéraliste? Pour les jeunes, maintenant, c'est 74 000 autres questions, de l'environnement aux questions féministes, en passant par la question de l'antispécisme, en passant par tout ça. Je vois néanmoins une jeune génération en ce moment souverainiste se lever, qui est étrangement militante, alors qu'il n'y a rien dans l'environnement global ne la pousserait à être militante. Donc, qu'est-ce que je vois là? Ben moi, j'y vois une espèce d'instinct vital qui se manifeste, un réflexe spontané des Québécois qui veulent pas disparaître. Donc, aujourd'hui, ce sont des années difficiles pour les nationalistes québécois, mais pourtant, elles sont moins déprimantes que sous les années Couillard. Puis, si on retrouve une conscience du long terme de l'histoire québécoise, pas simplement les 3-4 dernières années, une conscience du long terme, on peut se dire qu'on a quand même tenu tête, on a tenu tête à bien des événements, on était capable de traverser des épreuves massives. De ce point de vue, il ne nous est pas interdit d'espérer le meilleur lendemain.
Évidemment, on pense au spectacle de la fête nationale aussi quand on pense à cette journée-là. Moi qui ai assisté quand même plusieurs fois au spectacle sur les plaines, là, ça se fera à la télévision. Il me semble que dans le temps, moi, je suis peut-être à mon œil, mon œil plus jeune, je me disais, ma foi, on est juste dans Charlebois puis Paul Pichet à chaque année. Mais il y a quand même eu un renouveau, je pense, dans les artistes québécois dans les dernières années. Il y aura maintenant un mélange entre les nouveaux artistes très à la mode, même chez les jeunes, et des vieux de la vieille qui ont bâti un peu la musique du Québec. Moi, je t'avouerai là-dessus, en ces matières, je suis un fidèle aux classiques de la chanson québécoise. Moi, je sais que de nouvelles choses se font, puis il y en a même des très bien, mais moi, je ne peux une fête nationale sans Beau Dommage, sans Charlebois, sans Richard Séguin, sans Félix Leclerc, sans Gilles Vigneault, sans Paul Pichet, Gaston Mandeville. Paul Pichet. Moi, je suis un Paul Pichiste en la matière. Je veux dire, une fête nationale sans une chanson de Paul Pichet, c'est pas une fête nationale. Alors, puis moi, ces chansons-là, quand je les écoute, je les écoute à l'année, mais encore plus au mois de juin. Ces chansons-là, elles touchent l'âme québécoise. C'est pas simplement genre du pop contemporain en français, c'est pas du rock contemporain en français, c'est pas du hip-hop contemporain en français, qu'en sais-je. C'est des chansons qui ont nommé, qui ont creusé dans le fond de l'imaginaire québécois, puis qui ont dit quelque chose sur nous-mêmes. Puis c'est pour ça que quand on les écoute, moi quand je suis à l'étranger, quand il n'y a pas de COVID, je passe quand même beaucoup de temps en France, et je veux jamais oublier il y a une petite musique québécoise que je veux entendre. Alors moi qui écoute peu de musique à la maison, mais qui en écoute un peu, mais pas tant que ça, à l'étranger, je suis toujours en train d'écouter des Cowboys fringants, Paul Pichet, Robert Charlebois, et j'ai un bonheur immense à me plonger dans nos chansons, parce que là-dessus, les Québécois, faut le dire, moi je pense que la grande littérature québécoise est une littérature orale, c'est une littérature de l'oralité, c'est une littérature de conteur avec Fred Pellerin, c'est une littérature de la chanson avec tous nos grands chansonniers. C'est là, je pense, que le génie québécois s'est le mieux exprimé. Donc quand la Saint-Jean arrive, quand la fête nationale arrive, Dieu sait que j'aime me plonger dans ces chansons, elles parlent au cœur. Oui, parce que ça peut raviver. Moi, j'ai une petite embarcation là, sur le fleuve Saint-Laurent, Mathieu, puis j'ai amené des amis de Québec là, qui aiment pas Montréal. Et on est arrivé au Vieux-Port avec le coucher de soleil sur Montréal. J'ai mis « Je reviendrai à Montréal » de Charlebois. Ah oui. Ça peut avoir l'air vraiment quétaine, mais le mix les a fait pleurer tellement ils ont trouvé ça beau, puis ils trouvaient la ville belle sur cette musique-là. Ça a comme... je pense qu'on peut rapidement raviver cette flamme-là avec la bonne musique. Mais je crois, il y a de Diane Dufresne, Comme un bel oiseau de Diane Dufresne, sa chanson de 1990 qu'elle a chantée très peu de fois, mais qui nommait le sentiment d'un peuple indigné parce qu'on lui avait refusé son propre nom. Si on faisait la liste des chansons québécoises qui touchent vraiment l'âme, il y a quelque chose là-dedans. Puis par ailleurs, je note que les plus beaux des classiques sont revisités. Louis-Jean Cormier a repris Le Tour de l'île de Félix Leclerc. C'est magnifique. Moi, j'aime la version de Félix Leclerc, mais la version de Louis-Jean Cormier est magnifique, pas à moitié. Et ça, c'est pour ça que quand on reprend aussi cet héritage-là, c'est la preuve d'un héritage vivant. Quand on décide l'œuvre de Gilles Vigneault, elle a été revisitée par combien d'artistes? Je m'excuse, mais Gilles Vigneault revisité, c'est Gilles Vigneault ressuscité. C'est Gilles Vigneault dont on redécouvre l'œuvre. Donc, on peut à la fois se plonger dans la première version, mais dans la plus récente. Puis, on voit comment une culture se réinvente en redécouvrant ses classiques. Pas en les muséifiant, pas en les mettant dans le formol, non. En les redécouvrant, en les réinventant. Puis, quand on prend la nouvelle version de la Manicoutée, quand on prend la nouvelle version, puis là, il y en a une de Théo l'Orphelin, on prend les multiplier. Il y a un trésor là-dedans. Je pense que l'âme québécoise se dévoile dans la chanson québécoise. Donc, de ce point de vue, notre chanson est une bonne manière d'accéder à notre identité, je crois. Et en plus, tu as dédouané le match 6 du Canadien aux souverainistes. Donc, on va pouvoir ne pas bouder notre plaisir demain. Et honnêtement, on va se souvenir de cette Saint-Jean-là toute notre vie si jamais le Canadien gagne. Ça va avoir été spécial. Absolument, une Saint-Jean déconfinée, presque à moitié, disons. Il y a une Saint-Jean sous le signe d'une victoire du Canadien. C'est quand même bien en gagner une de temps en temps. On se le souhaite. Mathieu, merci beaucoup. On se reparle vendredi. C'est congé demain. On se reparle vendredi. Puis on parlera de tout ça. Salut. Ça comprend que quand vous déménagez, ça ne vous tente pas d'avoir des problèmes d'Internet. C'est pour ça qu'Elix, ça comprend le meilleur Wi-Fi au Québec. L'Internet sans illimité à seulement 65 $ par mois. Ultra rapide et performant. Elix, ça déménage. Des conditions s'appliquent. Vidéotron.
Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On le retrouve en plein lendemain de Saint-Jean. Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Comment ça va? Très, très bien, toi? Ça va très bien. J'ai pas le choix avant de parler du sujet principal. Un mot sur ta Saint-Jean, sur le Canadien. Comment t'as vécu ça hier? Oh, ben, j'en étais très heureux. Comme d'habitude, comme à toute Saint-Jean, j'ai écouté toute la journée des chansons québécoises. J'ai regardé ensuite le match. Et franchement, c'était joyeux triomphe. Hein. C'était joyeux triomphe. Il aurait pu faire l'hymne national seulement en français. Ils ont chanté Gens du pays à la fin. Mais au final, c'est quand même pas si mal. Et là, je me dis, bon, mais mon Dieu, comme en 93, on marche vers la coupe. Ben c'est ça. Mais est-ce que toi ça t'a suffi un Jean du pays rapidement à la fin là? Oh que non. Là j'essayais d'avoir l'air positif. Ben c'est ça, parce que moi l'intro, tu sais, je me dis si le dossier du fait français me soulève pas l'épiderme autant que toi, mais là, je me dis, c'est une chanson dance anglophone au début. Après ça, il n'y a pas un mot, rien sur le fait, le 1,5 million de personnes qui écoutaient le match là à la télévision, à TVA Sport, ben eux, c'était la Saint-Jean, là, pour eux, c'était un moment spécial de vivre ça en pleine Saint-Jean, qui se dit, ils font vraiment le minimum, le Canadien. Là. Ça, je suis d'accord. Ça, sur cet aspect-là, c'est-à-dire que, bon, moi, je me concentrais sur la victoire, mais non, je suis d'accord. Je pense que le Canadien s'est contenté d'un traitement minimal, c'est presque gênant à quel point le Canadien traite son public comme une forme de public résiduel. Or, qu'on le veuille ou non, ceux qui vivent du hockey de manière absolument passionnée, ceux qui suivent ça, c'est pas mon cas, je le précise, mais ceux qui sont dévorés par ça, ceux qui sont habitués par ça, c'est les Québécois, c'est notre sport national, c'est l'est depuis longtemps, c'est depuis toujours, j'oserais même dire. Le Canadien a fait le service minimum là-dessus. Donc, je trouve que c'est insuffisant, mais histoire de pas être exagérément rabat-joie, je me rabats sur la victoire, tout en me disant que si le Canadien n'est pas capable de célébrer la Saint-Jean dans un contexte comme celui-là, ça veut dire qu'il s'en fiche vraiment. Ça en dit peut-être aussi beaucoup sur une certaine élite montréalaise qui considère finalement que les Québécois francophones sont un peu en trop dans ce pays. Tu as tout à fait raison. Moi, ça m'a irrité, mais effectivement, une fois que tu as gagné, ça met beaucoup de baume sur toutes les plaies. Parlons d'un dossier très intéressant. La Ville de Montréal, on arrive tranquillement vers les élections à Montréal. Plusieurs candidats très connus, d'autres un peu moins connus qu'on découvre avec des positions qui font jaser. Entre autres, un candidat à la mairie de Montréal qui plaide en faveur maintenant d'un statut carrément bilingue pour la Ville de Montréal et le fait même en pleine journée de la fête nationale. Donc, ça fait réagir. Alors, c'est Balarama Holness. Moi, je le suis depuis un temps, celui-là, parce qu'il incarne, pour le pire, faut-il le dire, ce nouveau discours montréaliste anti-québécois, faut bien le dire. Un discours qui traite, le type a déjà pris position pour la partition. C'est-à-dire que si le Québec devenait indépendant, Montréal devrait pouvoir faire un référendum pour se retirer du Québec. Le type, Balarama Holness, a aussi dit, quand il y a eu la nomination de la commissaire au racisme de Montréal, Bock Ramanay, alors moi, Bock Ramanay, je suis prêt à la critiquer sur beaucoup de points, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, je suis en désaccord avec elle. Jamais de ma vie, j'aurais l'idée de lui reprocher ses origines. Or, Balarama Holness a reproché à Bock Ramanay ses origines, en disant que c'est un poste qui aurait dû être réservé à une noire, ou à un noir, et puisqu'il n'était pas noir, Madame Manay, eh bien, il n'était pas qualifié pour ce poste-là. Alors là, je m'excuse, quand on décide de dire que quelqu'un ne doit pas avoir un poste à cause de la couleur de sa peau, je pense qu'il y a un mot pour parler de ça. On est avec quelqu'un, autrement dit, qui en plus, il se prend pour le Barack Obama canadien. Bon, c'est parfait, on peut tous se prendre pour qui on veut. Hein, donc ça, c'est chacun son délire des grandeurs. Bon. Mais et là, il vient d'en rajouter une coche. Donc, on est vraiment devant un partitionniste intégral, un partitionniste comme après 95, qui disait, mais finalement, le Québec doit se séparer, Montréal doit finalement se séparer du reste du Québec. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que Montréal doit s'assumer comme ville bilingue. C'est-à-dire, dans les faits, ne plus être une ville française, que tout soit possible en français ou en anglais, que finalement, la ville de Montréal ne soit plus, le français ne soit plus la langue commune à Montréal, ni dans les services publics, on le comprend, ni dans les services administratifs. Cette proposition-là, on a un statut spécial. Cette proposition-là, pour moi, dans les faits, c'est une forme de provocation. Il sort ça le jour de la Saint-Jean.
Ben, c'est ça. Là, on pousse un peu, ça montre un peu, parce que un des arguments, Mathieu, c'est que, puis je vais te demander ce que tu en penses, là, mais écoute, pouvoir parler, être plus anglophone, ça nous aiderait sur la scène internationale pour nos petites entreprises québécoises, là, de pouvoir le faire en anglais. Ben là, ça nous donnerait un rayonnement qu'on n'a pas, là, coincé dans notre fin français. Non, mais c'est d'une bêtise époustouflante. C'est d'une bêtise... C'est assez dur de dire quelque chose de plus bête que ça. C'est-à-dire, autrement dit, pour monsieur, le fait qu'on soit francophone, le fait qu'on fonctionne en français, c'est un obstacle à notre progrès, c'est un obstacle à notre prospérité. Pour lui, donc le français doit être considéré comme langue de consommation locale pour les francophones de la place, pour les French-Canadiens probablement, hein, entre eux qui vont se parler français, mais dès qu'on se projette dans le monde, ça doit se faire en anglais. Ce monsieur ignore probablement le fait que partout à travers le monde, il y a des entreprises qui fonctionnent parfaitement dans la langue locale et qui, lorsqu'ils interagissent avec l'étranger sur des questions particulières, bien oui, évidemment, on va le faire dans la langue, l'anglais et l'espéranto de notre temps, mais jamais on va se mettre à faire travailler en anglais dans les petites entreprises en Norvège, en Islande, en Suède, au Danemark, en France. C'est pas comme ça que ça marche. Mais je te confirme, Mathieu, pour avoir visité le Japon, entre autres, un pays qu'on connaît, entre autres, pour ses industries technologiques, je peux dire que ça se passe en japonais, là. Bien sûr, mais il y a dans le discours de Balarawal, il y a le discours, c'est reconduit tous les préjugés les plus hostiles envers les Québécois francophones, les plus hostiles envers la nation québécoise, les plus hostiles envers le Québec, envers le fait français. Tous ces préjugés-là, j'y reviens, le type plaide quand même pour que Montréal puisse se séparer du reste du Québec si jamais le Québec faisait l'indépendance. Autrement dit, on va se débarrasser de ces bouseux de francophones hors Montréal, pas assez évolués, pas assez diversifiés, pas assez multiculturalisés. On va se séparer des bouseux pour faire de Montréal une cité-État canadienne ou qu'importe. Donc là, autrement dit, il traite le français comme si c'était une langue secondaire. Il utilise des catégories raciales quand il parle de politique. Et pourtant, personne note ça. Imaginez si quelqu'un disait ce poste-là doit être réservé à un blanc. Quelqu'un dirait ça, là. On trouverait ça scandaleux. Eh bien non, monsieur pense qu'on doit réserver des postes aux gens selon leur couleur de peau. Et c'est une forme de racisme à l'intérieur des racisés, pour le dire comme ça. Et ça gêne personne. Ce monsieur considère qu'on peut, le jour de la Saint-Jean, considérer qu'on doit contester le statut du français à Montréal. C'est quand même quelque chose, alors que tout le monde constate au Québec en ce moment qu'il y a une régression du français. Tout le monde constate qu'on est dans une tendance très inquiétante. On est au seuil d'un effondrement démographique et linguistique sur une quinzaine ou vingtaine d'années. Et monsieur dit qu'il faut l'accélérer. Alors moi, devant un tel discours, je dis on est devant des nouveaux Rhodésiens. Des Rhodésiens qui, comme la formule utilisée par René Lévesque hier, ont une forme de suprémacisme anglo qui traite les francophones comme quantité négligeable. Je pense que devant cela, il est temps de dire que c'est grave. Parce qu'il y a quelques années encore, je pense, dans les années 90, 2000, ça nous aurait choqué. Là, on est tellement désensibilisé par rapport à notre destin national qu'on laisse de tels discours se tenir comme si ça allait de soi. Moi, ça me sidère, et voilà pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, pour qu'on prenne conscience de la nature de cette candidature et de ce qu'elle représente aujourd'hui. Dans les détails de sa position, si j'essaie de trouver des éléments qui, moi, font un peu plus de sens, que je t'amène là, l'histoire des documents de la ville disponibles en anglais et en français. Est-ce que ça, c'est le bon cheval de bataille de dire on va rendre inaccessible, ou du moins c'est plus compliqué pour quelqu'un d'anglophone d'avoir un document municipal en anglais dans sa langue et qu'on ne devrait pas s'attaquer à d'autres choses pour les franciser que leur rendre ça compliqué? Mais c'est pas l'idée de rendre ça compliqué, c'est que si le français est la langue commune, ben il faut que le français soit la langue commune. Si le français est une langue optionnelle simplement parce qu'on peut en choisir une autre, si c'est la logique du bonjour aïe. C'est-à-dire, si le français est la langue commune, ça veut donc dire que quand on y arrive au Québec, parce qu'il faut bien comprendre, la minorité historique anglaise, là, c'est qu'elle qui a des droits historiques, là, c'est une minorité qui est tout à fait qui n'a pas la pesanteur de jadis au Québec aujourd'hui. Essentiellement, ce qui compose la minorité dite anglophone sont des allophones anglicisés. Bon. Ben ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de faire du français la langue commune. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, pour justement renverser la tendance, pour que le français demeure au Québec, conserve sa position, même pas se renforce, il devrait s'assurer que 90% des nouveaux arrivants passent au français. En ce moment, on n'a même pas 50%. Donc, dans les faits, si on n'est pas capable d'avoir des transferts linguistiques massifs vers les francophones, vers la majorité francophone, on programme
plus ou moins long terme, plus ou moins court terme, je dirais, notre effacement. Et à tout le moins de Montréal. Montréal, il y a le rapport de force linguistique, c'est inversé. C'est rendu à Laval aussi. Je précise que tout ça n'est pas sans conséquence électorale. Les partis nationalistes au Québec, que ce soit le PQ ou la CAQ, un jour ne pourront tout simplement plus. Je pense qu'on y est déjà. Il leur reste une ou deux élections à Montréal et à Laval, et après ça, c'est terminé. Il y a des conséquences politiques à cette espèce de fracture linguistique et culturelle et identitaire entre Montréal et le reste du Québec. Donc, les propositions de M. Holness, dans les faits, cherchent à rendre le français optionnel. Eh bien, ce discours-là, le français ne peut pas être optionnel, et surtout, je le redis, faire une telle proposition le 24 juin, c'est que là, on est dans la provoque pure. On est dans la provocation. C'est une manière de piétiner, de cracher sur la fête nationale. Je pense qu'on doit répondre poliment à ce monsieur que son discours est inacceptable. Es-tu inquiet quand même de ce que ça peut attirer comme intérêt et vote, ce genre de position-là, dans plusieurs secteurs de Montréal? Je pense pas, non. Je pense que la campagne est vraiment polarisée entre Coderre et Valérie Plante, même si les deux ne font pas rêver. Donc, je pense pas qu'il va percer avec beaucoup de votes. Je pense qu'il va toutefois, il normalise dans l'espace public des positions qui, dans 4 ans, qui, dans 8 ans, vont trouver beaucoup plus d'écho. Donc, c'est un peu comme Québec solidaire au début, qui, véritablement, avait plus d'influence que de poids électoral. Et bien là, ce que fait M. Holness, c'est qu'il normalise des positions qui, hier encore, étaient inconcevables. Donc, lui, je ne sais pas s'il va en profiter électoralement, mais il met ses idées en circulation, il leur donne un écho, il construit un mouvement autour de ça, donc, il a de l'influence et il normalise ces idées-là. Et là, on se retrouve donc à devoir discuter du fait alors que tout le monde constate que Montréal s'anglicise, que Laval s'anglicise, que le Québec s'anglicise, on doit discuter de la proposition, pour la contredire, d'un monsieur qui considère que le français est encore trop pesant à Montréal. C'est ça, c'est de l'activisme idéologique. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace, mais je dis que de ce point de vue, on ne peut pas se contenter de le balayer du revers de la main ou de ne pas en parler. Il faut répondre aux arguments pour montrer en quoi ce discours est contradictoire, finalement, avec l'intérêt national québécois. J'ajoute, soit dit en passant, parce que ce n'est pas un détail, que M. Holness est un partisan acharné de la théorie du racisme systémique à laquelle il veut soumettre le Québec. M. Holness a fait une mobilisation municipale pour que Montréal fasse une consultation sur le signe du racisme systémique. Donc, il y a quand même un agenda chez ce monsieur. C'est un activiste idéologique. C'est un activiste idéologique énergique, sans le moindre doute. Et il faut savoir que ce discours-là, peu à peu, aux 4 ans, il se normalise, il progresse. Puis un jour, si on n'y répond pas, il va devenir hégémonique. Bon, on va surveiller ce candidat Balarama Holness durant la campagne qui suit son cours. Mathieu, bon week-end. On se reparle lundi. De même, à lundi. Bye bye. Salut.